à la Diputación Foral de Guipúzcoa. C'est monsieur le député général qui devait faire l'accueil, mais c'est impossible pour lui. Donc, c'est à moi l'honneur de vous recevoir ici à la Diputación. Nous sommes vraiment très honorés. Le travail que vous effectuez, effectivement, est très important pour nous. Et moi, je voulais simplement signaler, parce que je ne veux pas non plus parler trop longtemps, et je voulais simplement signaler que, bien sûr, la coopération transfrontalière est très importante pour nous, pour la Diputación, mais je suis politicienne, c'est-à-dire que vraiment, nous, on a un sens de la politique et vous savez très bien que vous êtes dans l'un des 7 territoires qui composent le Pays basque qui est divisé en 2 États. Donc, pour nous, c'est encore plus important la collaboration entre les territoires transfrontaliers. Et malheureusement, je dois dire que nous avons vécu pendant beaucoup trop longtemps en nous tournant le dos. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire ensemble. Nous avons commencé, on a vraiment fait un chemin, mais on a encore beaucoup de travail à faire ensemble et pour collaborer. Donc, pour nous, c'est vital. Pour nous, l'avenir est là. On a fait beaucoup de projets ensemble et il serait inutile de faire la liste de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce qu'effectivement, nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble. Donc, voilà, soyez les bienvenus, Monsieur le Président du PECI. Et merci d'être là aujourd'hui. Messieurs les ambassadeurs aussi, nous sommes vraiment très honorés de votre présence aujourd'hui ici à la Diputación. Donc, à partir de maintenant, nous sommes ravis d'écouter toutes les propositions que vous avez effectivement pour améliorer la collaboration transfrontalière et ce qui peut venir ensuite. Euskaraz, bueno, dana eginda dago, nik uste nahikoa dela. Errepikatzeak ere zentzu handirik ez dauka zuek. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Donc, je ne sais pas si je voulais faire l'introduction en basque pour que vous compreniez, pour que vous écoutiez que nous sommes dans un peuple, dans un pays, nous avons notre propre langue. Donc, c'était pour ça que j'avais décidé de m'adresser à vous tous en basque, mais bon, et on voudrait aussi vous la faire écouter parce que le basque en plus est notamment donc la langue que nous partageons entre le nord et le sud. Et ensuite, je me suis adressée à vous tous en français, donc je crois que je ne dois pas récupérer mon discours. Mais étant donné que nous sommes tous des élus, il est important de montrer que nous sommes dans un pays qui est divisé par une frontière. Alors, soyez les bienvenus. Nous avons, et je répète, énormément, beaucoup de pain sur la planche. Alors, je peux vous assurer qu'on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Et sans plus, je vous passe la parole. C'est à vous de vous exprimer. Maintenant, je vais faire que vous écouter. Mendoza, pour votre accueil chaleureux en plusieurs langues. C'est aussi le plaisir d'être dans cette région très spécifique que j'ai appris, qui est le Pays basque avec le nord et le sud. C'est comme ça que l'on dit. Voilà, l'espace nord et l'espace sud du Pays basque. Et je me suis renseigné quand même avant pour ne pas faire de bêtises. Mais je voudrais d'abord vous saluer toutes et tous pour votre présence et vous dire combien, depuis ce matin, depuis ce midi, on est heureux d'être à San-Sébastien, dans cette magnifique ville. On a découvert des vues extraordinaires depuis le Palazzo de Miramar et le palais lui-même. Et puis, pour certains d'entre nous, moi le premier, ça me rappelle quelques souvenirs de vacances. Voilà. Et je me suis dit, tiens, il va falloir revenir. Le pays est si beau qu'il va falloir revenir et je reviendrai avec beaucoup de plaisir. Je voudrais moi aussi être très court dans cette introduction pour adresser mes doubles remerciements à la fois à la communauté d'agglomération du Pays basque, membre du réseau de la mode depuis 2012, 2022, ça fait 10 ans, voilà, un anniversaire. Ça se fête aussi. Nous, on fêtera les 25 ans ce soir de la mode, mais on le fera ensemble. Donc, ce sera un bel anniversaire parce que vous nous accueillez aujourd'hui pour ces 2 journées d'échange. Et pour cette première journée, un remerciement tout particulier à la Diputación Foral de Guipúzcoa. J'ai essayé de ne pas faire de faute de prononciation, mais j'y arrive, qui nous reçoit dans ces magnifiques locaux à San-Sébastien. Donc, moi, ce que je voudrais remarquer, et c'est quand on est d'extérieur,
mais qu'on est attaché au bassin de vie transfrontalier, c'est le fait qu'ensemble, la communauté d'agglomération et la députation constituent un tout, constituent une volonté de gouverner ensemble dans l'intérêt des habitants des deux côtés de la frontière, de gouverner cette région. Puis vous dire aussi que l'Eurocité basque Bayonne-San Sébastien, ça a été un des premiers membres de la MOT, au tout début, en 1998. Voilà, la MOT a été créée en 97. Et en 98, l'Eurocité basque Bayonne-San Sébastien était là. C'est même un lieu où nous avons fait une de nos premières conférences. Voilà. Donc, c'est un retour aux sources, mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Je voudrais dire que nous sommes très heureux de compter parmi nous aujourd'hui de nombreux partenaires espagnols. Et permettez-moi de les citer, M. Javier Hernández Peña, ambassadeur pour la coopération transfrontalière du ministère espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération. M. Fernando Carderera Soler, consul général d'Espagne à Bayonne. M. Miguel Anton Zaracoita, directeur des affaires européennes d'Euskadi et secrétaire général de la communauté de travail des Pyrénées. M. Ander Arzelus, directeur des relations extérieures de la Diputación Foral de Guipúzcoa et co-gérant de l'Eurocité basque. Et puis de la Generalitat de Catalogne, Joaquim Tarès Soles, coordonnateur du bureau de la délégation du gouvernement à Gérone, et Alphonse Quera, directeur général de la Casa de la Generalitat à Perpignan. Voilà, un salut très, très chaleureux à tous nos amis espagnols et puis tous les élus qui sont dans ce réseau. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais dire, comme Madame Mendoza, nous sommes aujourd'hui réunis autour de deux grandes questions pour la coopération transfrontalière. La première, c'est l'approche multiniveau vers une stratégie franco-espagnole. Donc, on regardera de plus près ce qui se passe sur ce territoire. La seconde, c'est l'observation transfrontalière au service des politiques publiques. Et en fait, l'idée et l'élément fort, c'est le partage d'expériences pour lever les obstacles à la coopération. Et je suis sûr que ce que l'on va entendre va susciter notre intérêt. Je précise que la séquence, mais vous l'avez vu, sera traduite en 3 langues, français, espagnol et basque. Merci aux interprètes. Et donc, vous avez des casques, voilà, mais je pense qu'il n'y a aucun problème. Et maintenant, je vais inviter tout simplement les intervenants de la première table ronde à venir sur l'estrade en vous souhaitant à tous une bonne conférence. Merci. Mesdames et messieurs, vous m'entendez? Apparemment, le micro fonctionne. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette première table ronde, donc, qui porte, comme le président l'a dit, sur l'approche multiniveau, qui est dignement représentée par les différents panélistes. Je vais me contenter de quelques mots très brefs d'introduction. Ce que nous savons sur les frontières, c'est que nous vivons dans un grand projet européen qui est celui du marché unique et de l'espace Schengen, où les frontières sont réputées ouvertes. Et la coopération transfrontalière s'est considérablement développée à partir d'initiatives locales ou régionales, hein, qui sont très développées, particulièrement sur votre frontière, hein, avec des échelles locales comme l'Eurocité basque, mais également euro-régionales, et voire même à l'échelle de l'ensemble des Pyrénées, et avec un soutien aussi très important d'Interreg, hein, on en parlera un petit peu tout à l'heure, et puis des États eux-mêmes, hein, qui restent compétents sur un certain nombre de sujets. En fait, jusqu'à peu près en 2015, on vivait dans cette idée de frontières définitivement ouvertes. Et puis, à partir de 2015, on a eu cette série de crises, hein, crise sécuritaire, crise migratoire, crise sanitaire, qui ont perturbé la coopération et qui ont montré à la fois par défaut les interdépendances et les problèmes qui se posaient quand on prétendait fermer cette frontière, mais aussi finalement, quand il y avait une crise, la résilience, la solidarité qui pouvait se manifester. Et c'est là ce qui nous fait penser à la MOT, mais surtout sur la base de l'expérience de toutes vos frontières, hein,
c'est combien il fallait retravailler cette gouvernance multiniveau et travailler bien à chacun des étages, je dirais, de cette gouvernance. Et donc, l'idée, c'est effectivement, dans cette table ronde, de prendre l'exemple du franco-espagnol et notamment de la frontière basque pour montrer effectivement tout ce qu'il est, à la fois tout ce qu'il est possible de faire, mais aussi toutes les questions qui se posent, et puis de remonter du local jusqu'au niveau des États pour examiner ensemble les solutions et les expériences éventuellement en les mettant en perspective avec les autres frontières. Donc, la table ronde va se dérouler avec une première question de ma part à chacun d'entre vous, où je vous demanderai effectivement d'être un peu assez bref, disons 6-7 minutes si vous voulez bien, et après on pourra faire un dialogue entre vous et puis avec bien sûr l'assistance. Et donc, je me tourne tout de suite vers mon voisin, donc Monsieur Arzelus, vous êtes co-gérant de l'agence transfrontalière de l'Eurocité basque Bayonne-San Sebastián, directeur des relations extérieures de la Diputación. C'est vous qui nous recevez aujourd'hui, hein, et votre territoire est vraiment emblématique de ce qu'on appelle maintenant les bassins de vie transfrontaliers. Au départ, on parlait à la mode plutôt de territoire transfrontalier, mais bassin de vie, c'est encore plus concret et sensible, hein. Et donc, je voulais effectivement vous demander en quelques minutes de présenter un petit peu les enjeux, les difficultés et aussi peut-être vos attentes vis-à-vis des autres niveaux, hein, du niveau régional et peut-être des États. Voilà, la parole est à vous. Merci. Bienvenue tous et toutes. C'est important pour nous et je crois que M. Perroni nous évoque les difficultés et c'est une chose, je vais surtout souligner ces points, les difficultés. Nous, on est dans un espace que c'est les laboratoires. La Diputación a fait un pari pour essayer de découvrir comment est-ce que la politique peut se faire à futur et quelle devrait être cette nouvelle gouvernance. Rien n'est écrit, c'est qu'il faut essayer d'aller à petits pas. Et donc, ces espaces, c'est les Gounéas, c'est que nous, on appelle notre laboratoire. Après la réunion, on pourra faire une petite promenade pendant l'histoire. Et on ira au bâtiment du 19e siècle et on va vous montrer aussi un vitral du 18e siècle. Donc, on va faire tout ça, mais on a commencé par le futur et surtout, on va commencer avec les problèmes. Et je crois que j'avais prévu de dire que quand on est dans un réseau tel que la mode est, il faut travailler avec la confiance. Et je crois que c'était, hier quand j'ai pensé mes mots, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour travailler en confiance et comment, après la séance que nous on a vue, on a eu ce matin, cet après-midi, je crois qu'on peut dire que nous sommes entre amis. Donc, on va parler franchement et surtout, je crois que c'est important de dire tel que M. le Président l'a dit, nous étions un des premiers membres de la mission opérationnelle transfrontalière. Et donc, 1998, et donc, si on fait un peu le recul, et on a une vision de long terme, et on fait une lecture un peu critique, on pourrait dire, ah, mais est-ce que vous n'avez pas beaucoup avancé? C'est réel. Il faut être autocritique. Et on pourra ici vous montrer quelles sont nos réussites. Il y en a aussi. Et quels sont nos succès. Il y en a. Mais je vois qu'il faut mieux de mettre les doigts. C'est la question de dire pourquoi est-ce que toutes ces questions des tâches frontalières, c'est assez difficile. Je dirais deux aspects. Il faut savoir avoir une volonté politique claire et après décliner dans les jour à jour cette volonté. Et concernant la volonté politique, je crois qu'il y a une réalité et c'est quand même chez nous. Et quand on parle de politique publique, il y a quelques politiques publiques dans lesquelles tout le monde est d'accord. Donc, on va au Parlement et tout le monde vote à faveur. C'est, par exemple, ce qui se passe avec les politiques d'égalité de hommes et de femmes. Personne n'est pas contre. Mais après, quand on essaie de faire l'implémentation de toutes ces politiques, oh, combien de problèmes est-ce qu'on trouve?
Et peut-être les transfrontaliers a un paradoxe similaire. Et je crois qu'on pourrait dire la paradoxe du transfrontalier. Qui est contre les transfrontaliers? Personne. Tout le monde est en faveur. Mais pourquoi après, on peut dire qu'on avance si doucement, à si petits pas? Et donc, de ce point de vue, c'est à notre avis, c'est de dire qu'il faut avoir une volonté politique claire, nette, et de faire une déclaration constante. Mais après, il faut savoir quelle est la méthodologie de travail. Donc, c'est la question que M. Perroni nous pose. Quelle gouvernance? Et surtout, je crois qu'on a fait à la Diputación de Guipúzcoa une réflexion et on vous a dit que c'était l'espace dans lequel on travaille, ce laboratoire pour établir une nouvelle gouvernance. Et on voit qu'il y a pas mal de besoins, pas mal de problèmes qui mettent en évidence la nécessité de travailler d'une autre façon. Et la première, c'est la crise de la démocratie libérale, la démocratie représentative. La deuxième serait la question de la complexité. Il y a une complexité de plus en plus large. Le troisième aspect serait que la reconnaissance que des administrations publiques, à ce moment, nous ne sommes pas suffisants pour gérer tout ce que nous on a dans nos mains. C'est un aspect important, c'est la reconnaissance de cette faiblesse, la reconnaissance qu'il faut travailler avec des autres, qu'il faut travailler avec la société civile, qu'il faut travailler avec des agents privés, etc. Un quatrième aspect, c'est très important, c'est la crise de la hiérarchie. On a une vision dans laquelle c'est une vision très serrée, très hiérarchisée et très endogamique, dans laquelle il semble qu'on peut marcher en fonction des ordres qui viennent de haut et qui descendent. Donc, ça ne marche pas. Il faut essayer de trouver d'autres façons de travailler. Et sur ce point, je crois que c'est une réponse très concrète. Je crois que le territoire transfrontalier, nous sommes des laboratoires parfaits pour essayer de découvrir cette nouvelle gouvernance multiniveau, comment est-ce qu'on peut se décliner. Parce que nous, quand on a des relations avec nos collègues de la communauté Pays Basque, on n'a pas de hiérarchie entre nous. C'est une autre chose, c'est une volonté, c'est un savoir-faire, c'est une confiance, c'est tout ça qu'il faut apprendre à décliner. Justement, c'est quand on parle d'une nouvelle gouvernance, c'est justement ça. Comment est-ce qu'on ouvre la délibération? Parce que quand une personne décide en soi-même, ça marche jusqu'au moment dans lequel on voit que ça ne marche pas. Mais il faut essayer d'ouvrir cette délibération. Et donc, nous, les territoires transfrontaliers, je crois que nous sommes des laboratoires parfaits pour essayer de découvrir cette nouvelle gouvernance. Et il y a un dernier aspect aussi que c'est très important, c'est l'implication chaque fois plus des niveaux locaux. Et les niveaux locaux, le niveau provincial, le niveau régional. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? C'est clair qu'une vision étatique, une vision fermée dans laquelle il n'y a qu'une seule vision, il y a des procédures, il y a des réglementations qui viennent de haut en bas. Ça, surtout quand on parle d'une culture bottom-up, ça n'est pas possible. Il faut essayer d'imaginer une autre chose. Donc, c'est ça que nous, et ici, c'est très important avec la représentation à mon côté du gouvernement régional. Et il nous manquerait ici à nous, dans les domaines de l'orosité, le niveau local. C'est Irún, Hondarribia, Hendaye. C'est le premier niveau de coopération transfrontalière. On parle des bassins de vie et ils seront une autre chose, serait un district. Une ville, on pourrait dire. C'est notre niveau, c'est le niveau régional. Et c'est très important ici d'avoir la présence aussi des États.
et bien qu'il s'agisse des États avec des configurations si différentes. Mais quand même, on peut très bien agir de travailler ensemble. Donc, ça serait ma réflexion. Merci. Merci, Monsieur Arzelius. On peut l'applaudir. Je me tourne vers Monsieur Anton. Donc, vous êtes directeur des affaires européennes d'Euskadi. Vous êtes secrétaire général de la communauté de travail des Pyrénées. Euskadi est fortement engagé dans la coopération au travers de la CTP, aussi de l'Eurorégion. Et la CTP est aujourd'hui un modèle très frappant à l'échelle européenne, puisque vous êtes un cas unique en Europe, à la fois communauté de travail, mais aussi qui porte une stratégie transfrontalière, mais aussi autorité de gestion d'un programme Interreg. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ce programme va apporter pour la nouvelle période qui commence, hein. On sait qu'il y a des innovations à la fois dans le règlement communautaire, mais aussi dans la façon dont vous le mettez en œuvre chez vous. Et peut-être justement, quelle est l'articulation à trouver entre cet outil du programme Interreg et puis le rôle de ces structures transfrontalières, le rôle des stratégies et peut-être aussi ce que vous attendez justement aussi des États. Voilà, donc la parole est à vous. Bueno, eskerrik asko. Lehenengo bat hitz batzuk euskaraz, jarri ditzakezu aurikularrak. Bon, je veux m'adresser à vous tous en basque, donc mettez vos casques, s'il vous plaît. Alors, tel que Madame Mendoza vous l'a dit, notre langue, aussi bien au nord qu'au sud sur le basque, c'est pour cela que je tenais à m'exprimer en basque. Et en essayant, avant de vous donner une réponse à la question qui vient d'être posée, je tiens à féliciter la mode, car quelque part, arrivé au 25e anniversaire, ça a du mérite. Et je remercie aussi Monsieur Arteius de nous avoir accueillis. C'est vrai que depuis le début, en fait, la mode a été pionnière à échelle européenne. En fait, je crois qu'il y a plus de 40 ans que la députation en fait a démarré ce travail. Donc, je vous remercie. Alors, il revient en français. Et étant donné qu'on a peu de temps, je vais vous répondre directement. Donc, avant de démarrer, je me demandé si j'étais en tant que secrétaire général de la communauté ou en tant que directeur, mais je vais tout mélanger. Je suis le secrétaire général de la communauté de travail des Pyrénées depuis le mois de décembre. Et c'est vrai que c'est à nous, quelque part, en fait, de faire un travail très centré sur la prochaine période de programmation. Actuellement, à Bilbao, il y a une conférence qui est la journée des capitalisations, donc les séminaires. Et c'est vrai que c'est à Bilbao, on est en train de présenter toutes les avancées. Monsieur Arteius parlait un peu de ce bilan, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que quelque part, en étant très lucide, je peux vous dire que nous, on a fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a d'autres forums, on a l'Eurorégion, des régions bilatérales avec donc l'AGLO, avec nos collègues du Nord. Et donc, en fait, c'est vrai que toutes ces structures se superposent. Mais en répondant à votre question, et notamment pour apporter une réponse concernant les nouveautés de la prochaine période de programmation, et c'est vrai que la communauté pour cette prochaine période, c'est vrai que c'est l'agent, ils vont gérer, on a été mandaté par la commission pour gérer cela. Donc, en tant que communauté, nous avons deux questions sur la table. On a une stratégie en plus d'être autorité de gestion du FEDER, de l'Interreg Portefa, mais en réalité, la communauté de travail se constitue il y a 39 ans, en 1983. À cette époque-là, il n'y avait même pas l'Interreg. Donc, la communauté, la CTP, quelque part, en fait, a été constituée pour trouver des réponses aux problèmes des Pyrénées. Alors après, il va y avoir les programmes Interreg, et c'est depuis à peu près 15 ans que cet organisme, en fait, devient un consortium pour pouvoir gérer Interreg Portefa.
Donc, on a géré la deuxième période, 14 ans de gestion, et nous espérons qu'à partir du mois de janvier, on va pouvoir donc mettre en place la nouvelle période des programmations. Quelles sont les nouveautés? On essaye de mettre en place une stratégie beaucoup plus proche du territoire et des citoyens. Il faut que vous sachiez que les premiers programmes que nous avons gérés étaient plus centrés sur les infrastructures physiques, échanger d'expériences. Aujourd'hui, on est loin de tout cela. Et notamment, on a réussi à avoir des projets d'une plus forte qualité. On a accompagné 160 et quelques projets, et on a distribué 180,5 millions, presque 250 millions d'investissements au niveau des Pyrénées et sur la côte. Donc, bien évidemment, on a tiré des enseignements et on a compris que pour l'avenir, il faut avoir une vision ou une approche plus stratégique par rapport au territoire. Les nouveautés, mais parmi les nouveautés, une est que l'on va simplifier. C'est vrai, on est un peu donc à cheval sur ce qui est la gestion donc de l'argent public et la simplification des procédures. Cette fois-ci aussi, on va simplifier. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va le faire, mais de toute manière, l'innovation, la nouveauté est celle qui a trait à une approche adaptée à chaque espace des Pyrénées. Et d'ailleurs, pour cette nouvelle période, on va avoir une OP5 et qui est un peu liée aux stratégies fonctionnelles de ces côtés. Et là, de ce côté des Pyrénées, donc là où le Pays Basque Nord se trouve, où la Navarre se trouve, où le Pays Basque se trouve. Alors, en fait, il va y avoir trois grands axes pour notre politique sur cet espace: la promotion de l'emploi, les communications et le plurilinguisme. On a une frontière ici. Je ne sais pas, on a une frontière qui est très fermée. Je pense qu'il y a beaucoup de frontières européennes et qui sont les dernières coutures de ces États. Et nous avons une frontière qui n'est pas perméable, qui est peu perméable, due un peu à notre relief, vu quelque part un peu à nos langues qui peuvent être une solution, mais les langues, plus que nous rapprocher, créent des obstacles. Donc, c'est pour cela que nous tenons donc à mettre en place des politiques qui permettent donc d'apprendre la langue du voisin et donc le basque, en fait, le français, l'espagnol, le basque, mais il y a d'autres. Les mauvaises communications, le manque de communication, en fait, il y a le corridor 9 n'a pas été développé et je dirais que ce corridor ne sera pas développé d'ici peu. Donc, c'est encore un élément important. Toutes les connexions, tout ce qui nous manque nous pose un problème, que ce soit au niveau de route, au niveau de même que les cultures, les asymétries qu'il y a entre nos manières de gouverner. L'Espagne est un État décentralisé qui n'a pas cette tradition, mais qui est décentralisée. Mais on apprend, petit à petit, on apprend. On est prêt pour aller vers un État vraiment décentralisé, mais cette tradition n'est pas présente en France. Donc, les questions de gouvernance, donc, elles nécessitent ou doivent tenir compte des capacités que l'on peut avoir aux différents échelons de l'administration. Je crois que l'objectif politique numéro 5, c'est-à-dire de ces espaces fonctionnels, vont nous apporter une gouvernance multiniveau et qui sera très intéressante pour savoir si nous allons pouvoir les mettre en place sur d'autres espaces. Mais je m'arrête là. Merci. Vers l'ambassadeur Hernandez Peña. Vous êtes ambassadeur pour la coopération transfrontalière, ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération donc à Madrid. Et donc, j'avais envie de vous poser la question. On entend dire qu'il y a effectivement un projet de stratégie de coopération entre nos deux pays et peut-être un traité. Mais d'une manière plus large, qu'est-ce que des États, alors
plus ou moins centralisés, on va dire, ou décentralisés, peuvent faire pour aider cette coopération locale, cette coopération régionale, et pour répondre aux besoins qui sont exprimés par les acteurs locaux. Je veux m'adresser en espagnol. Alors, très malheureusement, en fait, je ne suis pas d'ici, mais c'est vrai que j'ai une relation très étroite avec le Pays basque, mais le basque, pour moi, il est un peu trop compliqué. Je ne vais pas vous m'exprimer en basque. Alors, merci. Je tiens à remercier à la députation de nous accueillir. Je tiens à remercier la MOT de m'avoir invité à ce débat. Alors, vous me demandiez qu'est-ce que les États peuvent apporter. C'était votre question. Je crois que c'est l'élément clé de notre table ronde, c'est-à-dire cette approche multiniveau. Et je vais citer 2 personnes. Alors, je ne suis pas... la première citation vient donc d'un rapport de la MOT, un magnifique rapport, et où on peut lire qu'une frontière, c'est 2 choses. C'est une ligne, mais c'est un espace. C'est l'espace qui m'intéresse. Et je crois que c'est l'espace qui nous réunit ici et c'est l'espace qu'il faut que nous travaillions. Et ensuite, une autre citation la citation est notamment notre objectif doit être faire ensemble en sorte que le fait de vivre dans une frontière pour les populations qui vivent d'un côté et de l'autre soit un avantage et pas une entrave. Alors actuellement, c'est une entrave et c'est évident que c'est ainsi. Mais je crois que l'obligation de tous les échelons de gouvernance des États, c'est de travailler pour obtenir quelque part le bien-être de nos concitoyens. Donc, il faut essayer de réduire les entraves et il faut accroître les avantages. Car vivre près d'une autre réalité, la communauté transfrontalière partage énormément d'éléments. Donc, ce sont des avantages. Ils partagent des éléments avec leurs propres États, ils partagent avec le reste de l'Espagne, ils partagent avec la France. Et ça, c'est une richesse. Et c'est une richesse qu'il faut donc vraiment une richesse de laquelle on doit profiter. On doit tirer le maximum de profils. Donc, l'idée de ligne, les lignes a toujours existé. Cette ligne a toujours été là. Les avancées de la construction européenne nous a permis quelque part de diluer cette ligne. Donc, on reconnaît Schengen comme étant donc un pas en avant de cette intégration. Car en plus, c'est quelque chose que nous vivons dans notre travail de tous les jours. Quand on voyage, on n'a pas besoin de sortir notre passeport. On va aller à Hendaye. Moi, je n'ai pas pris mon passeport, mais je peux y aller jusqu'à l'Allemagne sans mon passeport. Donc, Schengen a été un atout, une belle construction de l'Union européenne. Et quelque part, et le fait d'avoir fini avec cette ligne ou de cette frontière devrait nous encourager à lutter ou à essayer de trouver donc une solution aux problèmes encore liés par ces lignes. Je ne sais pas qui, je crois que c'est Michel Anton qui a dit que le relief quelque part marque ses propres règles, dicte ses règles. Et en fait, c'est vrai que l'habitation n'est pas une rivière compliquée, mais quelque part, en fait, je peux vous dire que se retrouver autour de l'habitation n'a rien à voir à se retrouver dans ces espaces des Pyrénées. Et bien évidemment, cela nous marque et cela nous amène à travailler autrement. On est au Guipuscoa, on est à Saint-Sébastien et je crois qu'au niveau du Pays basque, nous sommes dans un espace qui a toujours eu de relations avec Iparralde, c'est-à-dire le Nord. Et depuis toujours, et avant même que les communications et les connexions soient là. Partager une langue, partager une culture, je suis sûre qu'elle aide à nous rapprocher. Et le
le fait d'avoir donc un mouvement, une mobilité nord-sud. Il y a beaucoup d'Espagnols qui vivent en France. Alors, je crois qu'il y a moins de Français qui vivent au sud, mais il y a une mobilité très, très forte. Et là, je dois citer quelque part une action qui va faciliter cette relation. Et c'est le traité de double nationalité. Et ce traité va faciliter que l'on puisse être français et espagnol en même temps, cette double nationalité. Je pense que ce concept sera très utile et sera très, très utile sur ce territoire. C'est un traité qui a été publié au mois d'avril. Je ne peux pas vous dire le nombre de citoyens qui, en fait, ont commencé à le demander, mais cela, bien évidemment, va nous permettre de vivre d'une manière 1000 fois plus rapprochée. Alors, pour pouvoir pour faciliter la vie de nos concitoyens, il y a beaucoup de niveaux qui interviennent. Il y a les communes qui doivent intervenir, tous ceux qui sont au niveau de la frontière, mais c'est vrai que ces communes ont leur propre vie. Et en fait, le Guipuscoa, la communauté de Navarre, un peu plus à l'est, les autres communautés autonomes un peu plus à l'ouest, côté français, les départements et la région, et dans le cas qui nous occupe, la Nouvelle-Aquitaine, toutes ces administrations-là doivent répondre, et ils le font depuis très longtemps, aux besoins de leurs concitoyens et les besoins dans cette relation avec l'autre côté de la frontière. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui passent la frontière pour activités de loisirs. Je vous le disais au début, j'ai des amis de Saint-Sébastien qui voyaient la télé française et ils mangeaient du fromage français. Cela faisait partie de leur vie, de même qu'aller à la plage. Alors tout cela, c'est des choses qui se passent et les administrations sont là pour donner une réponse à cela. Et on a une tradition de faire. Qu'est-ce que les États peuvent apporter? Les États se sentent les garants de cette ligne. Cette ligne existe et dans cette ligne, dans ce travail, nous essayons de faire en sorte que la frontière ne divise pas, mais délimite. En fait, crée le contour et crée quelques inconvénients. Et que ce soit l'administration française et donc la présence de l'ambassadeur le prouve et ma présence le prouve, nous sommes vraiment avancés pour que les compétences de l'État donc participent à faciliter la vie de concitoyens de deux côtés de la frontière. J'ai parlé du traité de la double nationalité. Il y a d'autres questions qui sont encore du ressort des États et qu'on va essayer de dynamiser. C'est l'idée qui est derrière les stratégies de coopération transfrontalière, cette idée qu'on est en train de rédiger ensemble. On croise des avant-projets, bien évidemment, il faut que nous voyions les contenus avec nos populations, aussi bien le faire avec les ministères, le faire avec des communautés autonomes, les ministères. C'est un processus qu'on a mis en place pour pouvoir recueillir cette richesse d'expérience et l'intégrer aussi au niveau de notre stratégie et qui, aussi bien pour nous que pour nos collègues français, alors on souhaite quelque part faire une sorte d'ombrelle qui permette aussi aux États de tenir en compte, faire ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Je ne voulais pas conclure sans me référer donc aux structures intermédiaires. Tout d'abord, la communauté de travail des Pyrénées, donc une communauté qui est représentée par Michael. C'est mon professeur quand j'étais à la fac à Saragosse qui a inventé. Donc depuis l'origine, je connais la CTP. Et c'est ce que nous appelons les GECT, les groupements, donc les GECT.
Et en fait, ce sont des institutions très intéressantes sur la frontière et la Nahen, c'est-à-dire le jeu, c'était Nahen qui réunit la Navarre, le Pays Basque et la Nouvelle-Aquitaine. Et ce sont ces infrastructures qui marquent actuellement le chemin à suivre et donc un chemin qui est là et nous essayons quelque part en fait montrer que c'est une idée qui nous tient à cœur et qu'on va les accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je me tourne pour conclure ce premier tour de table vers Philippe Voiry. Philippe, tu es ambassadeur pour la coopération et les questions frontalières, donc au ministère français des Affaires étrangères. Je te poserai un petit peu la même question. Quoi faire au niveau des États sur cette frontière franco-espagnole, en sachant que la France a effectivement, depuis 2017, une ligne claire de rechercher ces traités bilatéraux avec l'Allemagne puis l'Italie, et aussi peut-être de placer tout ça dans une perspective aussi européenne, hein, avec des réflexions sur des outils européens. Donc, peux-tu nous dire quelques mots de tout ça? Oui, merci beaucoup. Alors, à mon tour, je remercie la Diputación Foral de Guipúzcoa et la MOD, bien sûr, la Diputación pour son accueil très généreux, très chaleureux, la MOD pour tout l'effort que représente l'organisation d'une telle conférence. L'Assemblée générale de la MOD, chaque année, est vraiment le grand rendez-vous français pour moi dans la coopération frontalière. Donc, vraiment, merci à tous les acteurs représentés ici qui participent à cet événement. Alors, je vais m'appuyer beaucoup sur la présentation faite par mon distingué collègue, l'ambassadeur Hernandez, parce que je reconnais beaucoup de concepts chers aux praticiens de la coopération frontalière et sur lesquels nous travaillons justement dans le cadre de cette future stratégie et peut-être de ce futur traité. Notamment, il y a plusieurs notions qui ont vraiment une résonance pour moi. Effectivement, la frontière doit être un avantage, elle ne doit pas être un inconvénient. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la frontière, effectivement, peut être vue comme une ligne. Alors, je vais beaucoup parler de la limite et je vais faire la distinction entre la ligne et l'espace. La ligne, c'est la limite. L'espace, c'est la frontière dans l'acception historique du mot, c'est-à-dire une zone d'interdépendance que des pays voisins peuvent chercher à développer en commun. Pour revenir sur un cadre un petit peu plus général pour comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je dirais, nous avons 3 acteurs dans ce jeu au cours du temps. 3 acteurs, je dirais, sur plusieurs siècles, qui sont les populations. Les populations, globalement, elles ne bougent pas. Vous avez effectivement les États qui se sont construits à l'époque moderne, qui se sont construits sous la forme que nous connaissons, je dirais, sur les 500 dernières années. Et puis, vous avez les frontières limites. Et alors, les frontières limites, le problème, c'est qu'elles bougent beaucoup. Alors, à l'échelle de plusieurs siècles, j'entends. Elles ont beaucoup bougé. Et donc, il y a les séquelles de ces mouvements. Alors, ici, moins, mais par exemple, sur la frontière franco-allemande sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, on voit effectivement les séquelles historiques de ces mouvements de limite. Et la coopération frontalière, c'est une notion, je dirais, qui apparaît finalement au fur et à mesure que l'État se sophistique. Au fur et à mesure que l'État se construit comme un édifice centralisé, va se poser la question de la vie des populations aux limites. Comment vont-elles vivre, sachant que de plus en plus, leur quotidien normatif va être déterminé plutôt dans les capitales que localement. Alors évidemment, il y a des variations d'un pays à l'autre, puisque la France est un des États d'Europe les plus centralisés, l'Espagne l'est beaucoup moins, et je pense même l'un des États les moins décentralisés d'Europe. Et ça veut dire que suivant votre activité, suivant le domaine du droit dans lequel vous vous trouvez, votre référence va être plus souvent à Paris, qu'à Madrid, si vous êtes côté français que côté espagnol, où souvent votre référence sera dans une collectivité autonome. Mais une fois qu'on a l'idée de ces 3 paramètres, donc un État en expansion sur plusieurs siècles, des populations qui ne bougent pas et des limites qui, elles, à une échelle de 100-200 ans, ont souvent bougé, on se pose la question, comment facilite-t-on la vie des gens aux frontières de manière à ce que la frontière, comme le disait l'ambassadeur Hernandez, soit un avantage et non pas un inconvénient. Alors, ça nous impose de regarder aussi ce qu'est la limite.
fondamentalement, la limite, elle a deux effets. D'abord, elle introduit une coupure dans le droit, on change de droit, et ça veut dire une coupure dans l'offre de service public. Ça veut dire que si vous êtes à Hendaye et que vous voulez aller vous faire soigner à San Sebastián parce que c'est une plus grande ville, il y a plus d'offres, ça ne va pas être simple, a priori. Donc, coupure dans l'offre de service public, si vous voulez aller étudier aussi de l'autre côté, si vous ne parlez pas la langue, ça sera compliqué aussi. Donc, du coup, quand vous êtes à Hendaye, si vous voulez trouver une très, très grande université, il faut aller beaucoup plus loin si vous voulez rester côté français. Et en même temps, la limite crée l'échange, la limite dynamise l'échange. C'est-à-dire que vous avez à la fois une rupture dans l'accès au service public, mais en même temps, vous avez une très forte propension aux échanges qui naît de la frontière. Et là, on est plutôt du côté des avantages que du côté des inconvénients. Alors, où intervient l'État dans tout cela? Je dirais, l'État intervient suivant le projet des populations. Il faut vraiment avoir bien en tête que tout part des populations et de leurs élus. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il faut répondre à un besoin localement qui est porté par la population, on va se poser d'abord la question de la compétence. Est-ce qu'on est dans une compétence qui est locale? Est-ce qu'on est dans une compétence qui est régionale? Alors, ça sera plus souvent une compétence régionale côté espagnol que côté français. Donc, souvent, on pourra se contenter de monter au niveau de la capitale régionale en Espagne, alors que peut-être on devra monter au niveau étatique français. Et puis, une fois que vous avez déterminé le niveau de compétence, ce n'est pas parce que c'est de compétences locales ou régionales qu'il n'y aura pas des aspects qui dépendront de la compétence étatique. Et ça a l'air banal, ce que je dis, peut-être présenté comme ça ressemble à une... Estamos necesitando de la competencia de Estado, porque es la Très rapidement à des questions étatiques qui sont souvent des questions que seul le législateur peut résoudre. Alors, en Espagne, ça sera souvent le législateur des communautés autonomes, mais chez nous, ça sera exclusivement le législateur national. Et donc, si vous voulez, l'État n'intervient pas pour régenter la coopération frontalière ou pour l'encadrer ou pour la contrôler. Il intervient pour la rendre possible parce que, suivant la construction dans laquelle on se trouve, les clés les plus cruciales pour mettre en place une coopération risquent souvent de se trouver dans la capitale nationale. Alors, je ne connais pas encore bien le système espagnol, que je ne pratique que depuis quelques mois avec l'aide bienveillante de mes collègues à Madrid. Mais je peux vous dire, par exemple, le système allemand que je pratique depuis 2016, l'Allemagne est un pays évidemment fédéral, déclaré comme tel, dans lequel le fédéralisme est une nature profonde. Cela étant, il y a beaucoup de sujets qui ne se résolvent qu'à Berlin. Alors en première analyse, si on parle de transport, très vite on va arriver à Berlin, si on parle de lignes ferroviaires transfrontalières, mais si on parle de questions de statut de personnel et dans les services publics conjoints, on aura forcément des questions de statut qui vont se poser. La question remonte souvent aussi à Berlin. Donc voilà, je dirais, l'angle selon lequel l'État est amené à entrer dans la coopération frontalière. C'est un angle vraiment de subsidiarité, mais qui arrive assez vite. Alors, pour dire un tout petit mot très bref sur l'ICBM, la Commission, sur l'inspiration du Luxembourg en 2015, a fait une proposition de règlement qui permettrait d'adapter le droit localement pour permettre justement de créer de la compatibilité là où elle n'existe pas a priori. Cette proposition a été bloquée dans un groupe technique du Conseil, peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de préparation, mais ça c'est quelque chose sur lequel toutes les parties prenantes vont continuer de travailler. Mais en tout cas, nous, du côté français, nous avons repris le principe actif de cette proposition dans 2 traités bilatéraux déjà, qui sont le traité d'Aix-la-Chapelle et le traité du Quirinale, qui permettent tous les 2 de déroger au droit national localement quand ça devient nécessaire pour réaliser une coopération. Et je suis sûr que les praticiens dans cette salle ont beaucoup d'exemples en tête de coopérations pour lesquelles il faudrait trouver un moyen terme entre le droit français, le droit espagnol qui découle de la législation du Pays basque ou de la législation de Madrid. Voilà. Et en tout cas, dans le contexte allemand, nous sommes donné cette possibilité, dans le contexte italien également. Je vous remercie. Je suis bien sûr à disposition pour des questions.
Merci, messieurs. On a quelques minutes pour des questions. Vous avez face à vous des experts locaux, régionaux et des États, des fonctionnaires d'autorité. Donc, vous pouvez aussi les challenger sur ces difficultés concrètes de la frontière. Voilà, on a quelques minutes. N'hésitez pas. La première question est toujours difficile. Je vais peut-être la poser moi-même. Donc voilà, Frédéric McCain au premier rang. Voilà, merci. Ma première question sera pour Philippe Voiry, puisqu'il a l'avantage assez rare en France d'être à la fois diplomate et d'avoir été directement au contact de la frontière au niveau d'une préfecture de région, voire de grandes régions maintenant. Il m'intéresse d'avoir ton avis, Philippe, sur l'articulation entre le rôle de l'administration centrale, dont tu as souligné le caractère essentiel pour beaucoup de sujets, et auquel remontent in fine tous les vrais sujets, et la capacité d'adaptation de l'administration locale, quel est le contact des interlocuteurs voisins au quotidien. Merci beaucoup, Frédéric. Très rapidement, ce que je peux dire, c'est que quand j'étais dans l'administration territoriale, effectivement, en préfecture, je me suis rendu compte que un préfet en 1850 décidait beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de latitude qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on avait une adaptation aux conditions locales qui était plus immédiate. Cela dit, j'ai constaté aussi que dans le système français, on a l'avantage d'avoir un représentant de l'État sur place qui, en 24 heures, peut obtenir un arbitrage de ses autorités à Paris. Et alors, je ne parlerai pas pour la coopération franco-espagnole, qui pour moi est relativement nouvelle, mais dans la coopération franco-allemande, je constatais que nous n'avions pas la même facilité à obtenir une position du Bund allemand sous 24 heures sur des sujets stratégiques. Ça prenait plus de temps, d'identifier les interlocuteurs. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, pour tous les États, c'est de retrouver, quelle que soit leur organisation administrative, et politique, qui est une donnée de fait, c'est de trouver cette fluidité, cette rapidité, qui est un idéal que personne n'a atteint, mais de trouver cette fluidité au niveau local. Et j'ai été très marqué par les discours successifs du président de la République au préfet. Il y a un discours traditionnel début septembre. Et cette année encore, le président de la République a insisté sur la notion de différenciation et l'idée qu'on ne peut pas traiter de la même façon tous les territoires qui sont évidemment dans des réalités très différentes, et en particulier quand ils ont des voisins très différents, voisins espagnols, voisins suisses, voisins allemands. Donc, je dirais, cette articulation entre administration centrale et niveau local, elle doit se faire dans cet esprit de différenciation aujourd'hui, dans lequel est entrée clairement l'administration française pour ce qui la concerne. Okay. Question. Voilà. Anna-Karina, deuxième rang. Oui, bonjour. J'aurais voulu que les représentants… Présente-toi, Anna-Karina. Anna-Karina Kolb, directrice des affaires extérieures du canton de Genève, frontière franco-suisse. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots ou phrases, décrire les organismes transfrontaliers principaux sur la frontière franco-espagnole, en tout cas sur la partie atlantique de cette frontière? Et quand je dis en quelques mots, je sais que c'est un exercice qui est souvent difficile. Quels sont les outils principaux? On a vu qu'il y a la communauté de travail des Pyrénées. Comment vous faites par rapport à l'agence transfrontalière de l'Eurocité? Et je suppose qu'il y en a encore d'autres. Est-ce que vous pourriez dresser un rapide tableau? Peut-être plutôt effectivement Michael Anton, peut-être aussi en disant un mot de l'Eurorégion, parce que… En fait j'avais l'intention de raconter un peu tout ça au début, mais la question a été si ciblée que j'ai préféré répondre directement à ce qu'on avait demandé. Bon, voilà. Oui, on compte, il y a plusieurs espaces, les uns sur les autres, je dirais. On a la communauté de travail des Pyrénées qui engage 2 régions du Nord et 4 du Sud, en plus la principauté d'Andorre. Alors, il y a la Nouvelle-Aquitaine, puis l'Occitanie, et puis il y a la Catalogne, il y a l'Aragon, la Navarre et le Pays Basque. Donc, on fait le CTP. D'autre part, il y a aussi, chez nous, il y a l'Eurorégion, le GECT, dont on parlait tout à l'heure, Nouvelle-Aquitaine, oui. Voilà.
Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre, d'accord? Puis après, il y a aussi d'autres, il y a l'Eurocité, il y a le Consorcio Bidasoa-Chingudi, et après, il y a pas mal de relations bilatérales. Par exemple, on a un accord, un mémorandum avec l'Aglo Pays Basque. Il y a aussi d'autres engagements, je ne connais pas en détail, mais il y a aussi la Députation qui travaille avec l'Aglo, il y a la Députation qui travaille aussi avec les Pyrénées-Atlantiques. Enfin, il y a plusieurs. Mais là où on se trouve tous, et ça c'est vrai, c'était une expérience pilote, à mon avis, de gouvernance multiniveau, c'est dans les schémas du CTP, il y a pas mal de projets qui engagent des différentes administrations. Je dirais les communautés autonomes, régions françaises, les entités publiques, des municipalités, des territoires historiques comme la Guipuscoa. Donc, il y a pas mal il y a certaines expériences qui, à mon avis, vont permettre spécifiquement de gérer beaucoup mieux l'objectif numéro 5 du prochain POCTEFA. Et moi, je pense que ça devrait être une expérience qui nous devrait aider dans le futur à faire en sorte d'avoir une vraie gouvernance multiniveau. Je ne sais pas si je vous expliquais. Bon, il y a sûrement aussi d'autres agences, mais enfin, grosso modo, c'est un peu de notre côté, hein, du côté ouest des Pyrénées. Monsieur Arzelus, peut-être pour compléter, oui. J'ajouterai un petit aspect, surtout un point critique d'une réalité qui nous est devenue cette semaine. On parlait entre amis. On a présenté à la Commission européenne, il y avait un appel de candidature pour travailler dans la gouvernance multiniveau. Et il nous est arrivé que l'Eurorégion a présenté une candidature et nous, Eurocité, nous avons présenté une autre. 3 jours avant, Michael a parlé avec nous, avec Joseba, en tant que responsable aussi de l'agglomération Pays Basque. On a essayé de faire une chose ensemble, mais c'est réellement une faiblesse. C'est donc que nous sommes dans une situation de faiblesse. Et un autre aspect que j'ajouterai, c'est la question aussi des compétences. Tenant compte, on a évoqué pas mal de fois la symétrie des compétences. Donc, pour nous, on toujours évoque la même chose. On va au-delà des compétences. Le sujet, c'est le territoire. Donc, qui sont les institutions qui participent? C'est l'État. Ici, au niveau de l'Eurocité, l'État espagnol a des compétences. Donc, s'il y a quelques sujets qui concernent l'État espagnol, on appelle l'État espagnol ou l'État français. Et une petite question, je ne vais pas élargir beaucoup, mais par exemple, nous sommes à la Députation de Guipuscoa et absolument compétents dans l'infrastructure de la voirie. Toute la voirie, ça correspond à notre institution. Et on est en train de travailler un laboratoire, un living lab des routes. On a proposé la première chose à nos collègues, à notre ami Joseba, de dire, vous n'avez pas mal de compétences dans la voirie, bien sûr, l'État français, c'est justement l'État français, mais est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que le domaine de l'Eurocité devienne, les 2 autoroutes, un espace, un laboratoire, un living lab des routes? On y a travaillé ensemble, on est allé à Paris, on a parlé avec Vinci, etc. Donc, il faut essayer d'une façon intelligente de gérer au-delà des compétences. Oui, alors, un dernier tout petit mot et on va conclure très vite cette table ronde. Monsieur l'ambassadeur. Seulement des mots pour compléter le catalogue des institutions transfrontalières franco-espagnoles. Nos collègues du gouvernement basque connaissent bien la partie ouest des Pyrénées, mais aussi, en plus de la communauté de travail Pyrénées, il y a des autres AST importants. Un pour les Pyrénées centrales qui s'appelle Pyrénées-Pyrénées et une autre peut-être plus proche aux intérêts de la région de Genève, et une autre AST qui s'appelle Pyrénées-Méditerranée, qui regroupe la Catalogne avec l'Occitanie. Donc, et les îles Baléares aussi. C'est une agrupation de l'autre côté des Pyrénées, aussi très actifs, et je crois qu'ils sont aussi membres de la MOT. Pas encore. Il fallait les mentionner. Merci. Écoutez, moi je crois vraiment que cette frontière est un très bel exemple d'abord du fait qu'il faut partir des territoires et des gens qui les habitent. Et donc ces territoires, il y a plusieurs territoires qui s'entrecroisent. Il y a des territoires locaux, il y a
cette eurocité basque du littoral, mais il y a aussi des territoires dans la montagne, sur toute la frontière. Il y a le plateau Cerdan, il y a le Val d'Aran, il y en a d'autres. Il y a une échelle pyrénéenne qui est évidemment une échelle très, très significative et importante. Et puis, il y a aussi ces eurorégions qui vont plus loin dans les arrière-pays, si on peut dire, vers les capitales régionales, qui peuvent coopérer sur des enjeux universitaires, par exemple. Ces espaces sont fonctionnels, ils s'intersectent. Et ce qui compte, c'est effectivement identifier les projets et repérer les compétences qu'il faut amener pour résoudre les obstacles et développer ces projets. Et il faut pour ça cette gouvernance multiniveau. Je crois que cette frontière, finalement, est plutôt avancée, mais peut encore progresser sûrement. On espère, en tout cas, nous, à la Motte, est à votre service. Et donc, je vous propose peut-être de terminer là cette première table ronde et d'applaudir. Merci, messieurs. Je propose à Aurélien et au second panéliste de prendre le relais. Merci. Vous m'entendez là? Oui, sans micro. Si, c'est bon. Photo. Ah, super. Comment ça va? Bonjour à toutes et tous. Donc, on va passer à la deuxième table ronde. Alors, désolé parce que c'est frustrant. On est timé, hyper timé aujourd'hui, mais on lance les débats et puis après, vous aurez aussi du temps pour en discuter. Je vois que Marc nous a déjà rejoint. Javier, je te propose de nous rejoindre. Alice, où est Alice? Elle est là. Je t'en prie. Donc, venez tous les trois avec nous. Je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc, après avoir parlé de coopération multiniveau, et moi, je suis Aurélien Visco, pardon, le secrétaire général de la Motte, je ne me suis pas présenté. Après avoir parlé coopération multiniveau, on avait envie de parler avec vous d'observation transfrontalière, parce que, Jean, tu le disais, je crois, en introduction de la table ronde précédente, c'est-à-dire que les crises successives qu'on traverse, je vais dire qu'on a traversé, malheureusement qu'on traverse depuis 2015, elles ont révélé beaucoup d'interdépendances transfrontalières, sauf que pour mener à bien des politiques publiques, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de les connaître, ces interdépendances transfrontalières. Et comment faire pour bien les connaître si on n'observe pas le territoire sur lequel on est censé agir et sur lequel on est censé mener, comme vous l'avez très bien expliqué, des politiques publiques à différents niveaux, à différentes échelles. Et ça, ce qui nous permet de le faire, c'est l'observation transfrontalière. Tout à l'heure, je crois qu'Ander, tu disais que c'est quelque chose qui nous réunit, le transfrontalier. Moi, je pense que ça nous réunit si on l'observe droit dans les yeux, c'est-à-dire si on le comprend. Et parfois, il y a des problématiques, et pour les résoudre, il faut les connaître. Voilà. Et donc, c'est un petit peu de ça dont on avait envie de vous parler aujourd'hui, notamment parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un lancement de programme Interreg aussi, donc simultanément, donc on est dans l'actualité. Et dans ces programmations Interreg, il y a un objectif spécifique maintenant autour de la meilleure gouvernance. Et dans cet objectif spécifique, on peut mieux aborder les questions d'observation transfrontalière. Et on avait envie d'aborder cette question à l'aune de cette actualité aussi avec vous, là pour le coup, qui est une actualité positive, pour essayer de résoudre cet obstacle qui est encore un peu trop persistant, en tout cas à notre goût, même si on voit qu'il y a beaucoup de projets qui se développent. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, on vous a réunis tous les trois. Et je vais faire un petit peu comme Jean. On n'a pas voulu plus innover pour cette table ronde, mais je vais vous passer la parole à tour de rôle, aussi pour parler de ce que vous vivez, de la manière dont vous abordez cette question de la coopération transfrontalière et de l'observation transfrontalière. Et j'espère pour les traducteurs ne pas parler trop vite. Marc Trinquet, donc je vais te passer la parole en premier. Donc tu es directeur de projet auprès de la direction générale de l'agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées, qui est une agence qui depuis quelques années s'engage de plus en plus sur les questions transfrontalières. Ça se matérialise sur différents aspects. Vous avez accompagné l'agglomération Pays Basque sur la stratégie de coopération transfrontalière. Vous avez porté un projet, je crois, que tu vas nous présenter, qui est DataPass. Accessoirement, vous avez adhéré en plus, qui est très bien, à la Motte. Bravo, déjà, félicitations. Vous êtes, comme quoi, vous avez des bonnes idées. Et puis maintenant, vous animez aussi un projet d'observatoire transfrontalier. Alors, à l'échelle d'un territoire, je ne sais pas comment le qualifier, mais on va dire autour du territoire basque. Voilà. Et je pense que ça serait intéressant que tu nous expliques à la fois, déjà, pourquoi une agence d'urbanisme, qui est un outil d'ingénierie multipartenariale finalement, pourquoi elle s'engage dans ce genre de projet, pourquoi le transfrontalier est devenu un sujet important pour vous,
Et comment tout ça crée une certaine continuité de DataPass, stratégie de coopération transfrontalière et maintenant l'Observatoire. Voilà, ça serait bien qu'en quelques minutes, un petit peu comme l'ont fait vos prédécesseurs, tu puisses nous expliquer un petit peu ce cheminement et puis on poursuivra ensuite le débat. Voilà, j'espère que vous verrez tous bien. Voilà, excuse-nous Alice, pardon. Voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, je te laisse nous expliquer un petit peu cette genèse et où vous en êtes aujourd'hui. Oui, merci. Donc effectivement, peut-être juste pour dire pourquoi l'agence d'urbanisme s'intéresse au sujet. Alors je pense qu'il faut bien avoir en tête que les agences d'urbanisme sont inscrites dans le code de l'urbanisme français et qu'à ce titre, deux des missions socles qui les concernent sont le transfrontalier et l'observation. Donc forcément, ça nous intéresse plus particulièrement, d'autant que les agences d'urbanisme, ce sont des outils d'ingénierie partagés au service de leurs membres. Et il se trouve que nos membres sont tous en contact, on va dire, avec l'Espagne et ont quelque chose à voir avec l'Espagne. Donc nos membres, ce sont quand même la région, le département, l'État, les agglomérations de Pau, Béarn, Pyrénées, celle de la communauté d'agglomération Pays Basque, les syndicats de mobilité, les syndicats de planification, je vais les appeler comme ça, des acteurs du territoire comme les hôpitaux. Voilà, donc tous ces membres-là ont quelque chose à voir avec ce qui se passe en Espagne. Ça, c'est une première chose. Et puis, je crois que ce qui nous amène à développer un petit peu notre intervention sur le sujet, c'est qu'il y a vraiment de nouveaux enjeux et des évolutions qui sont au-delà des questions de frontières. Quand on parle de transition écologique, transition énergétique, de nouveaux comportements d'achat, de télétravail, de santé, clairement, on est sur des dimensions, on ne peut pas s'arrêter à la frontière, au moins pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans ces domaines. Alors, il est clair que de longue date, il y a une volonté de rendre lisible un petit peu nos territoires et puis de disposer d'éléments de connaissance, j'ai envie de dire, à l'échelle des politiques locales. C'est en complémentarité de ce qu'on peut avoir à l'échelle de l'euro-région. Donc, effectivement, c'est une vision euro-régionale, ça porte bien son nom, peut-être un peu macro, ou alors des échelles européennes avec des données qui nous apportent des éclairages à l'échelle européenne, même s'ils regardent un peu plus précisément localement, ou la CTP, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même des clés de compréhension de ce qui se passe localement en lien avec les politiques publiques locales. Alors, on l'a dit également, le transfrontalier, c'est la réalité d'un espace. Et c'est un espace physique et vécu. Donc, l'observation est indispensable pour comprendre réellement ce que sont nos problématiques, nos enjeux communs et objectiver la réalité des problématiques et des enjeux. Vous voyez sur cette carte, le littoral, il ne s'arrête pas à la frontière, l'espace de montagne, l'espace de vallée et tout le système on va dire sud-aquitain et nord-espagnol, ce sont des espaces de vie et de fonctionnement que l'on a en commun. Clairement, donc aujourd'hui, ce besoin de représentation du territoire et de connaissance est exprimé dans toutes les stratégies, tous les cadres de coopération intercommunale. Par exemple, le département des Pyrénées-Atlantiques est venu nous demander de travailler sur la question parce que dans le plan d'action de la conférence Atlantique Transpyrénées, il était clairement indiqué qu'il y avait besoin d'éléments de connaissance sur les territoires. De même sur la stratégie de coopération transfrontalière de l'agglomération Pays Basque, c'est une donnée qui était nécessaire pour savoir de quoi on parlait, comment définir des politiques publiques sans avoir d'éléments de connaissance sur la réalité de fonctionnement et des dynamiques de territoire. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le déficit de connaissances et d'éléments tangibles sur les territoires est une réalité. Par exemple, des directives européennes que nous avons appliquées de part et d'autre, côté français-espagnol, sur ce qu'on appelle la sobriété foncière. Donc, comment essayer de limiter l'urbanisation? Eh bien, quand on essaye de comprendre comment on est organisé, quelle est la réalité de l'occupation de l'espace, eh bien, vous voyez les trous dans la raquette, en fait, on n'a pas de lecture de la réalité de nos territoires avec le même prisme. Donc, comment on fait pour se retrouver? Bon, je vais un peu vite pour pas trop monopoliser la parole. Ce que je voulais dire, c'est que le DataPass, en fait, c'est notre première expérience d'observation en commun avec vraiment un réseau d'acteurs importants que vous avez là. Je ne vais peut-être pas tous les lister, mais ils sont dans la salle. Mais effectivement, ce sont des acteurs français et espagnols. Euskadi, Guipúzcoa, l'Aragon, la Navarre, tous nos membres de l'agence d'urbanisme, la Souvinsa, bien sûr, et j'en oublie, j'en suis sûr, et vous me pardonnerez. Mais donc, c'est vraiment un groupe de travail assidu qui se réunit régulièrement. Et vraiment, je vous en remercie parce que ça fait bien 3 ans qu'on travaille ensemble pour développer des éléments de connaissances partagées. Alors, pour vous dire, sur le territoire, on n'avait même pas
dans la dimension transfrontalière, un outil cartographique, pas statique, de représentation. On n'avait même pas un socle cartographique avec des couches d'informations géographiques où les routes se correspondaient, par exemple. Donc, comment dessiner des politiques publiques, des projets, sans avoir un minimum de capacité de représentation de ces éléments-là. Donc, on a construit un socle et ensuite, on a travaillé sur des éléments de connaissance. Je ne vais pas rentrer dedans, évidemment, mais vous les avez. On a objectivé la réalité de la répartition démographique sur nos territoires. On n'avait pas de connaissance de cela. Oui. Vous avez rencontré, par exemple, des problèmes, on parlait de frontières lignes tout à l'heure. Moi, je viens du nord de la Lorraine. Quand on a recoupé les frontières lignes entre le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et la France, on n'avait pas nos mêmes frontières lignes. Ah ben oui. Hein? Est-ce que vous avez rencontré ce problème-là? Parce que quand on se pose des questions sur l'ouverture, la fermeture de certaines frontières, il faut savoir où elle est la frontière. Est-ce que vous avez rencontré ça quand vous avez recollé? Tout à fait, il a fallu recaler les frontières, voilà. Les routes, les frontières, les espaces naturels et tout le socle territorial, voire administratif. Hein. Des fois, il y avait des incertitudes sur les enclaves, qui étaient où. Voilà. Donc, on a essayé de faire ensemble quelque chose de propre que chacun peut utiliser dans le cadre de ses politiques publiques ou en commun quand on a des projets communs. Voilà. Alors, une illustration, alors vraiment l'intérêt c'est que par exemple Nassau Vincent a développé un outil sur internet, donc une story map qui permet aussi d'avoir une version numérique du travail qu'on a réalisé. Nous on a modestement publié un document papier en 3 langues, mais on a aussi un outil numérique. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas les enseignements que nous donnent ces analyses sont importantes par rapport aux politiques publiques. Vous avez là la répartition, les densités de population sur les territoires. Et au regard de la répartition des tâches, croyez-moi qu'on ne gère pas de la même manière en Espagne ou en France l'organisation d'un réseau de transport ou le déploiement d'un réseau haut débit. Hein, donc, j'ai envie de dire, en Espagne, on est très concentré sur des polarités. En France, nos campagnes sont habitées partout. Donc, on n'a pas la même réponse en matière d'aménagement. Voilà, j'insiste, je ne vais pas aller très loin, mais par exemple, on a fait ça sur le commerce récemment. On a essayé de comprendre quelles étaient les dynamiques commerciales. Et en fait, ça nous sert de temps zéro par rapport aux effets Covid. On mettra à jour pour savoir par rapport au Covid ce que ça a généré. Mais c'est riche d'enseignements aussi. Les dynamiques commerciales ne sont pas du tout les mêmes en France et en Espagne. Ça questionne clairement les stratégies en matière d'implantation commerciale. Il y a des projets Héroun, on sait que s'ils sortent, ça va re-questionner l'équilibre commercial de tout notre territoire. Voilà, donc c'est ça qu'on voudrait mettre en partage avec nos décideurs, les acteurs du territoire, pour en tirer des enseignements utiles aux politiques publiques, parce que l'Observatoire, ce n'est pas qu'un outil. L'enjeu, c'est que ça soit vraiment un levier pour éclairer les politiques publiques. Déjà en amont, parce qu'on aimerait bien que les décideurs et les acteurs orientent ce qu'ils veulent que l'on regarde, et puis en aval, pour partager les résultats et les éléments de politique publique qu'on peut en tirer. Voilà. Et pour finir, donc, on a, avec le groupe, identifié les défis et les enjeux sur lesquels on pourrait s'appuyer pour développer l'observation. Donc, il y a des peuplements dans les zones de montagne, les questions de mobilité, les questions de transition climatique, etc. Et du coup, pour se donner les moyens de démultiplier notre approche, on voudrait mettre en place un projet qu'on va présenter au POCTEFA pour justement se donner les moyens de pérenniser un outil que l'on pense être vraiment utile au service des politiques publiques. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, bon, Marc. En tout cas, moi, je trouve que les cartes éclairent toujours un petit peu ce qu'on se dit. Finalement, Anna Karina, tout à l'heure, posait la question de où est-ce qu'on coopère, quelles sont les structures. On voit bien qu'on a besoin de cartographie pour se repérer. Et je trouve que c'est un projet assez ambitieux, finalement, que vous portez. Ça a fait sourire la question que j'ai posée tout à l'heure sur le recollement, mais c'est un travail de technicien, mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout neutre, en fait, quand on fait de l'observation transfrontalière, d'avoir des éléments assez précis comme ça. Alors, je vais passer la parole à Xavier Velasco Echeverria. Donc, tu es responsable de la section de l'observation territoriale chez de Navarre, chez Nassau Vincent. Donc, je pense que tu nous expliqueras ce que est Nassau Vincent, parce que j'avoue que même moi, des fois, quand je dois le définir précisément, on se connaît depuis pas si longtemps que ça, c'est pas toujours clair. Donc, je pense que c'est important pour tous les partenaires qui ne sont pas forcément basques de comprendre qui est Nassau Vincent. On a vu que vous avez participé à DataPass, vous participez au projet d'observatoire territorial transfrontalier. Et puis, moi, ce que je trouvais aussi intéressant, et c'est pour ça qu'on t'avait demandé de participer à cette table ronde, c'est que vous avez aussi participé au projet, sur un projet ESPON. Vous avez piloté le projet IRIE,
sur les relations interrégionales en Europe. Alors, pour ceux, et j'en suis sûr, 95% d'entre vous qui ont suivi le Borders Forum en juin, Nicolas Rossignol d'Espone avait présenté quelques cartographies de ce projet IRIE. Voilà. Et j'aimerais bien comprendre donc, qui est Nassau Vinsa et comment vous intervenez justement. On parlait de coopération multiniveau. On voit bien qu'il y a du local. On voit bien, Marc, tu l'as dit, qu'il y a de l'euro-régional aussi. Et puis, il y a de l'européen. Voilà. Comment vous intervenez sur ces questions, vous, Nassau Vinsa, à ces différentes échelles? Merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de me donner l'opportunité de partager avec vous tous le travail que nous faisons avec nos partenaires. Je crois qu'on avait tout d'abord une sorte de table ronde avec en présence des élus qui connaissent parfaitement la réalité. Et c'est vrai que cette coopération est un travail très compliqué. Notre travail en tant que technicien est un travail autre, c'est-à-dire que les politiciens essayent de trouver des solutions aux besoins des personnes. Et nous, en tant que techniciens, nous devons apporter donc des outils pour ces politiques. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous sommes une institution qui dépend du gouvernement de Navarre et nous travaillons dans ce qui est le logement social. Nous intervenons sur toute la gestion du foncier. On intervient sur l'aménagement du territoire, la planification du territoire et nous intervenons aussi sur les politiques de durabilité. Alors, dans le cadre il y a Ursarea qui est l'agence navarraise pour le sol et qui a deux groupes de travail. Un groupe travaille l'action sur le territoire à échelle locale, c'est-à-dire on travaille à une échelle locale avec des projets de mobilité transfrontalière, Bicemugi et Derbidea, avec le Guipuscoa et avec d'autres territoires en France. Et ensuite, il y a une autre équipe et cette équipe-là travaille des politiques à échelle régionale. Donc, on couvre l'échelle locale et l'échelle régionale. Et nous sommes intervenus sur la rédaction de notre plan Navarre, la mise en place de l'agenda sur la feuille de route du changement climatique, en fait, tout ce qui a donc les questions qui sont d'actualité, et questions territoriales et questions donc environnementales et autres. Et tout cela va se traduire. Alors, tout ceci, et c'est vrai qu'on fait de l'observation. Je vous parle de la question observation. Ensuite, je verrai la partie coopération. Donc, il y a un travail d'en bas en haut, c'est-à-dire qu'en tant que technicien, il faut que l'on regarde et donc les bases qui peuvent donner support, qui nous permettent d'obtenir de l'information et des produits d'information. Et notre collègue Marc vous a présenté le résultat de notre coopération, mais quelque part, on fait en sorte que tous ces outils deviennent utiles. Et c'est ainsi que nous arrivons donc à l'approche d'en haut en bas et en bas. Il faut qu'il y ait une coopération avec les politiciens pour quelque part transférer cette vision des politiques publiques, c'est-à-dire les stratégies sectorielles, en fait, comment décliner et comment donc les décliner sur des supports d'information et qui apportent donc des arguments et arriver à un consensus pour tirer des conclusions. Mais c'est vrai que la chose, c'est compliqué car quand on parle d'observer, on dirait qu'on observe qu'une seule chose, mais on observe des thématiques qui sont d'une très forte complexité. Le changement climatique, alors on pourrait en parler pendant des mois, la transition et la transition pareil, l'agenda 2030, la même chose. Donc, l'observation nous donne un support de communication qui est la carte et qui nous permet de nous éloigner de notre réalité. Moi, je suis le responsable de mobilité, moi, c'est l'énergie, donc, qui nous permet de les éloigner de nos casquettes, de nos responsabilités. Mais en plus, je viens de ce territoire-là, je viens de l'autre territoire, mais quelque part, c'est très difficile d'ouvrir ces boîtes
Et c'est ces outils-là qui nous permettent d'intervenir. Et c'est ce qu'on essaye donc d'approfondir. Essayer de simplifier la complexité par le biais de ce support informatique. Et c'est un peu ce que je pourrais vous dire. C'est vrai que concernant Ispoilier, c'est un projet qui a été très ambitieux. En fait, il s'agissait de connaître les flux des capitaux, personnes, services, connaissances, savoir ce transfert, cette mobilité. Et en fait, cette hétérogénéité des connaissances, des bases de données à différentes échelles. Et c'est vrai qu'au niveau des pays, ben, les réalités au niveau des données autres, ces réalités sont différentes. Donc, reprendre cette hétérogénéité, comparer, appliquer des méthodologies de travail avec des équipes, des scientifiques. Et on est arrivé à quelques cartes. Vous n'allez pas pouvoir les voir, mais on va vous passer le lien du site web et ces outils mettent en lumière ces flux des personnes, ces flux des connaissances des personnes, c'est-à-dire combien de Navarrais viennent aux Pyrénées-Atlantiques, combien de Navarrais vont au Pays Basque, etc. Et alors, cela nous donne énormément d'enseignements. Et j'espère que et par le biais de la coopération avec le Guipuscoa, on va pouvoir tirer profit de toutes ces connaissances. Par ce biais-là, on va pouvoir créer des connaissances mieux fondées, et donc, et avec une approche que je dirais un peu plus moderne. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Excusez-moi. Bon, merci beaucoup. Non, c'était très intéressant. Et puis, ce qui est intéressant avec Irriguer, c'est qu'on voit qu'il y a des interrelations qui ne sont pas forcément de proximité. C'est des interrelations entre des régions. Ça peut être, je ne sais pas quelle région, moi, mais qui ne se jouxtent pas, en fait, territorialement, comme vous avez observé, je crois, Irlande du Nord aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir ces différents niveaux de coopération. On laissera encore après 5-10 minutes pour qu'on échange, mais je trouve que ça serait intéressant d'entendre aussi peut-être des élus dans la salle qui réagissent à ce qu'on dit, parce qu'on voit bien que nous, on est sur un travail, j'allais dire, de technicien, mais après qui doit parler au personnage politique pour savoir comment mettre en œuvre. Et donc, il faut voir si on n'est pas dans notre monde aussi. Ce serait intéressant que vous puissiez réagir. Et tu parlais de changement climatique, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais il y a aussi un observatoire pyrénéen du changement climatique qui est sur toute la chaîne pyrénéenne, là, pour le coup. Donc, on voit bien que ces enjeux-là, ils dépassent l'extrême proximité, ils dépassent notre ligne et ils nécessitent qu'on ait une observation parfois à grande échelle. Alors, Alice, je ne t'ai pas oublié. Merci d'être avec nous, en tout cas, d'avoir fait le voyage depuis Nice. Donc, Alice Jude, donc, tu es à la direction Europe, Euroméditerranée et financement extérieur de la métropole Nice-Côte d'Azur. Voilà, on a mis une carte aussi pour nourrir ton propos par rapport aux échelles de coopération, comme posait la question Anna-Karina tout à l'heure. Donc, c'est intéressant de voir les échelles de coopération. Et c'est vrai que j'allais dire entre le territoire basque et ton territoire, entre frontalier d'Italie et de Monaco, il y a quand même des proximités finalement. On est à la fois sur un territoire littoral et un territoire de montagne, ou de moyenne montagne au minimum en tout cas. On est sur un territoire qui a aussi élaboré un schéma de coopération transfrontalière. Tout à l'heure, on parlait du SCT de l'agglomération Pays Basque. Et puis, ne gâchons pas les choses, vous êtes aussi dans un projet, une idée de projet Interreg. On n'est pas sur le POCTEFA, on est sur l'Alcotra cette fois. Mais là aussi, on est sur un projet d'observatoire transfrontalier. Et donc, je trouvais intéressant aussi de t'avoir dans cette table ronde pour que tu puisses nous expliquer. Donc là, j'allais dire, ça a été porté par la métropole Nice-Côte d'Azur au départ, en tout cas, je pense notamment via le SCT, mais tu nous diras si c'est ça la genèse, en fait. Quelle est la genèse de cette idée-là? Et puis, à quels obstacles vous êtes aujourd'hui confrontés? Parce que ce projet, je dirais que pour être un petit peu dans les deux, il est un petit peu moins avancé peut-être que sur le Pays Basque, mais pour autant, ça avance. On sent bien maintenant qu'il y a un portage qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, ça serait intéressant que tu puisses nous dire si vous avez ou si vous rencontrez des obstacles, si vous avez des bonnes surprises aussi. Parce qu'il faut voir si le partenariat, comment justement parler de lien avec le politique, comment le partenariat arrive à se monter et quels partenaires vous rejoignent dans ce projet-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Merci beaucoup.
Vraiment, je suis ravie d'être là, puis de vous présenter notre frontière. Juste pour la petite histoire, voilà, moi, je pense que mon goût pour la frontière est né ici. J'ai passé toutes mes vacances à Saint-Jean-de-Luz quand j'étais jusqu'à mes 18 ans. Et le transfrontalier, pour moi, c'était prendre le topo à Hendaye et aller à Saint-Sébastien, boire des calimuchos. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose, le transfrontalier dans ma vie, mais je pense que c'est ici que c'est né. Donc, je suis vraiment ravie d'être là. Et puis, avec toutes ces actualités qui se passent sur le franco-italien, le traité et la métropole Nice-Côte d'Azur qui a pris une place importante dans cette frontière où je reprends la réflexion de Anna Karina. Si vous regardez sur la frontière franco-italo-monégasque sur la carte, alors là, il n'y a pas beaucoup de superposition de structures transfrontalières. On n'a pas du mal à se parler entre nous, il n'y en a qu'une. Voilà. C'est le GECT des deux parcs, donc qui est une très belle coopération. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une dynamique qui se met en place, mais c'est tout à créer. Donc comme tu disais, l'observatoire, on n'en est pas du tout au même point, mais on est assez content. Je suis très contente aussi de le présenter ici parce que c'est vraiment un projet qui sort du schéma. Voilà, c'est depuis la création du schéma que ça s'est lancé. En fait, c'était au copil final de présentation du schéma de coopération transfrontalière avant la délibération que nos élus ont dit c'est très bien, mais en fait, vous n'avez pas d'outils chiffrés avec des preuves pour dire combien il y a d'entreprises, de fleurs, le trafic, le domicile travail. Voilà, c'est pas chiffré. On n'a pas de carte non plus à la même échelle franco-italo-monégasque, parce que la difficulté, elle est là aussi, c'est qu'il y a une tendance à travailler en franco-italien ou en franco-monégasque ou en italo-monégasque, mais en franco-italo-monégasque, c'est pas facile, c'est plus long. Et, et du coup, fort de ça, vu que le schéma de coopération transfrontalière, c'était vraiment une opportunité pour nous de changer de logique. C'est-à-dire que comme pas mal de monde ici, il y a une logique de projet one-shot. Il y a un appel à projet, on nous propose quelque chose, c'est intéressant, tiens donc, ça correspond à ce qu'on veut faire, tant mieux, on y va, ok, et après, c'est fini. Bon, il y a cette logique-là, et avec le schéma de coopération transfrontalière, on souhaitait passer à une autre logique qui est de dire, on a des groupes de travail pérennes, et ces groupes de travail, à force de se parler et se dire « Ah, mais tiens, si on faisait un projet ensemble pour résoudre ce problème qu'on a identifié, et en plus, on se connaît. » Donc, c'est bon, c'est peut-être idyllique, mais dans l'idée, c'est ça. Et sur l'observation, c'est ce qu'on a fait. On a donc passé 3 ans, c'est marrant, hein, c'est un peu le même temps, 2019 à 2022. D'abord, on a parlé, nous, la direction Europe, avec nos collègues en interne, SIG, statistiques, informatique, en disant hey, parce que sur notre frontière, il n'y a pas d'agence d'urbanisme, il faut le dire. Pas encore. Attendez, j'y arrive. Pas encore. Enfin, il y en a une, il n'y en a plus. Bientôt, il y en aura peut-être. Il va y en avoir une dans 2 jours. Et non, c'est vrai. Et côté italien, il n'y en a pas. Et côté monégasque, non plus. Donc voilà, il faut quand même dire ça. Et donc, on a été voir en interne. Après, on a été voir les monégasques. Les monégasques étaient très contents de l'idée. Et après, on a été voir les Italiens. Et les Italiens, c'était les 2 autres métropoles de Gênes et de Turin, les 2 régions Piémont-Ligurie et notre région à nous. Et là aussi, bel enthousiasme. Et à chaque fois, donc, il y avait les informaticiens, les statisticiens, les SIG. Je vous imaginez pas la visio à 42 avec pas beaucoup de personnes qui sont bilingues pour parler de statistiques, de cartographie avec la direction Europe, toute sa compétence de traduction. Voilà, non mais c'était, voilà, ça a été un long processus. Et puis en 2022, on a fait une réunion tous ensemble où on s'est représenté à tout le monde. Et puis on a mis en place des groupes de travail. Voilà. Et en juillet, dernière réunion avec la MOT aussi, on a du coup acté qu'on souhaitait répondre à cet appel à projet du nouveau programme Alcotra, donc le programme de coopération transfrontalière sur la montagne, dans l'objectif ISO Interreg, avec l'observation transfrontalière.
Donc ça, c'est très bien. Ce qu'on a rencontré comme obstacle, bon, on a les obstacles un peu classiques, hein, linguistiques, évidemment, la culture qui n'est pas la même. Vous avez aussi des collectivités territoriales, une principauté, l'Europe et pas l'Europe, donc forcément les mentalités ne sont pas les mêmes. La symétrie des compétences énorme, évidemment. Donc ça, c'est le job de ma direction, de mes collègues, de la direction Europe, d'expliquer aux uns et aux autres comment ça fonctionne chez les uns et les autres, de dire ben, c'est différent, mais ce n'est pas incompatible. On va y arriver, doucement mais sûrement. Voilà. Après, un autre obstacle qu'on rencontre, en fait, c'est, comme tu as pu le voir, la mode a participé à nos réunions, c'est qu'on a plein d'idées. En fait, c'est super. Les partenaires sont ravis, ils ont plein d'idées, ils veulent travailler sur plein de choses différentes. Et on a du mal à savoir par quoi on commence. Il y a une mise en commun de toutes les données publiques, une carte SIG transfrontalière, une expérimentation avec des données informatiques en temps réel parce qu'on est très smart chez nous sur la Côte d'Azur, Monaco. On aime bien faire des expérimentations de données informatiques en temps réel avec des entrepôts de données, des API, tout ça. On fait quoi? Une enquête transfrontalière sur les déplacements domicile-travail, ça intéresserait tout le monde, ça aussi. Mais quelle zone, quelle échelle, voilà, ou un recueil des données qu'on a tous glanées dans les projets Interreg depuis 20 ans. Ça, c'est aussi une possibilité. Bon, et bien, grâce à la contrainte du programme européen, c'est ça qui va nous aider à lever cet obstacle. C'est bien. C'est bien. Comme quoi. Parce que l'appel à projet Alcotra, je ne sais pas comment il est pour Poctefa, nous, c'est un projet à 500 000 € max. Donc 500 000 € max et un souhait assez fort que toute la frontière soit impliquée. Donc les 5 régions du programme Alcotra. 5 régions, 500 000, vous voyez où je veux en venir. Voilà, il faudra donc faire des choix. Choisir, c'est renoncer, c'est pas grave. C'est un premier projet. Donc là aussi, en termes de levée d'obstacles, on a ce cadre qui s'offre à nous, qui nous obligera à faire des choix de comparabilité, de faisabilité, de par quoi on commence en faisant le plus simple et le plus efficace. Et donc, je terminerai avec ça. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle en gestion de projet un minimum viable product, un MVP. On a des partenaires qui veulent travailler ensemble et même la principauté de Monaco qui souhaite être associée à un projet européen. Donc ça, c'est super. On a un chef de file, puisque la région PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, excusez-moi, a délibéré récemment en prenant ce rôle pour le futur projet de l'observation transfrontalière. Et on a une expertise de la MOT qui à la fois connaît bien l'observation transfrontalière et a des agents bilingues. Donc maintenant, avec ça, je dirais qu'il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Enfin, il y a plus qu'à, mais il y a un petit peu de travail. Mais oui. En tout cas, le chemin est tracé. Voilà. Et alors, il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que vous avez une ou deux questions? On a le temps de prendre une ou deux questions par rapport à ce sujet-là. Oui, allez-y, Laurent, je vous en prie, présentez-vous. Et puis, est-ce qu'il y a déjà une deuxième question? Et Julien derrière, Julien Latour. Voilà, on prendra vos deux questions et puis après, on conclura parce qu'on est timé. Allez, voilà. Laurence Navalesi, conseillère municipale et métropolitaine de Nice-Côte d'Azur et bien sûr secrétaire de la MOT. Voilà, non, ce n'est pas une question. C'est juste pour souligner le fait que c'est quand même grâce à la MOT et à vous tous de la MOT que nous avons pu progresser à la métropole si rapidement parce que comme vous avez pu le comprendre, ça n'a pas été facile, hein, Alice au départ, et puis petit à petit on y est arrivé et vous êtes toujours nos partenaires, vous êtes toujours près de nous et ça c'est une belle expérience et une grande aide pour nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour votre confiance et votre remarque. Julien, je te passe la parole. Est-ce qu'il y a une troisième remarque éventuellement? Ou pas? Non. Bon. Ah si, M. Maquet. D'ailleurs, je vous laisserai vous présenter parce que vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, donc je ne suis pas sûr que tout le monde vous connaisse. Julien. Pardon, j'attendais le micro. Je t'en prie. Donc, Julien Latour du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Nous, effectivement, on est membre de l'ODAP et du coup, c'est avec eux qu'on a commencé à discuter pour se dire, mais on travaille en transfrontalier, chacun sur nos politiques publiques, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe objectivement sur cette frontière.
Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter de ce projet qui était une idée au départ de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir observer ensemble et qu'on a été voir ensemble l'ensemble des partenaires. Et pour faire le lien avec la table ronde précédente, on est vraiment là sur du travail multiniveau, de la gouvernance multiniveau sur un sujet qui nous rassemble tous, parce que sinon, bon, on a nos politiques publiques, on a nos compétences respectives, donc on n'est pas toujours amené à travailler ensemble. Mais sur ce sujet-là, par contre, on a tous un intérêt commun et c'est vraiment un bon exemple de travail multiniveau. Et puis, deuxième chose, pour rebondir sur les problématiques de vastes ensembles de sujets qu'on peut observer, effectivement, donc, le choix est large et le choix est difficile parce qu'une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, on se dit, mais c'est génial, on va pouvoir observer tout un tas de choses sur cette frontière partagée. Mais effectivement, il faut faire des choix. Donc, on est aussi un petit peu là-dedans. Mais la démographie, ça a été une première réponse de se dire qu'est-ce qui nous intéresse en premier chef. Et ce sur quoi on a des données disponibles, c'est la démographie. C'est pour ça que le travail est parti plutôt là-dessus au départ, quoi. Mais maintenant, on a ce travail de choix comme vous à faire. Merci beaucoup, Julien. Alors, on va faire le… Oui, je t'en prie, Alice. Je vais juste, voilà, on fait le tour. Mais vas-y, je t'en prie, réponds tant que le micro arrive. Tu as la parole. L'organisme de la métropole Nice-Côte d'Azur serait créé le 7 octobre et les assemblées constitutives. Et j'ai eu un échange avec les collègues qui seraient ravis d'avoir un échange avec l'ODAP pour justement voir, parce que dans leur statut, il y a écrit « accompagner les coopérations transfrontalières ». Et du coup, il faudrait prendre exemple pour le DataPass, par exemple. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire ensemble avec une entreprise qui fait des trucs en ligne. Parfait. Très bonne idée. Les affaires européennes et internationales. Ce que vous venez de dire, Madame, est du baume au cœur de l'ancien secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Et par ailleurs, ma question serait surtout à M. Trinquet. La première, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, où en est la délimitation numérique de la frontière dans le secteur que vous avez évoqué. La deuxième, c'est que la loi 3DS prévoit que les collectivités transfrontalières soient associées à la réflexion sur les CDAC, les commissions départementales d'aménagement commercial. Est-ce que concrètement ça marche, premièrement, et deuxièmement, est-ce que c'est réciproque? Et alors, c'est super parce que tu as à peu près 1 minute 10 Comment pour vous dire, répondre aux 2 questions. Sur les frontières, je pense que c'est calé. Et sur les CDAC, je pense que c'est en chantier. Ah oui, donc toi, quand on donne 1 minute 10, tu prends 10 secondes. Voilà. Non, sérieusement, les CDAC, c'est un sujet tellement complexe qu'effectivement, ça nécessite comment dire, du dialogue vraiment pour mettre en place quelque chose qui fonctionne. C'est déjà très compliqué en franco-français. Alors, dans une dimension transfrontalière, imaginez-vous la complexité qu'il y a à la constituer, quoi. En tout cas, mais c'est réellement en chantier. Je peux vous dire qu'à la frontière franco-allemande, j'en ai parlé avec la DDT de Moselle, qui m'a dit qu'ils avaient envie de consulter leurs voisins allemands, mais qu'ils ne savaient pas à qui envoyer le dossier. Voilà, donc on voit bien que c'est en train de se mettre en place, mais ce n'est pas encore en place. Alors, on va devoir conclure malheureusement, et je m'en excuse parce que mes collègues vont me dire qu'il faut arrêter, mais voilà, nous, on est très heureux de vous avoir invités et merci d'avoir accepté de participer. Et on croit beaucoup au fait que nous, on peut réunir les projets d'observatoires transfrontaliers. Certains d'entre vous êtes déjà engagés dans des projets de longue date, mais on pense aussi qu'on peut profiter avec vous et voilà, on peut jouer ce rôle ensemble de mettre en lien ces observatoires parce qu'il ne faudrait pas que chaque frontière, j'allais dire, s'observe dans son microcosme. Il faut aussi qu'elle se compare. Parce que quand on compare nos métropoles, quand on compare nos territoires ruraux, on sait le faire. Il faut le faire aussi en transfrontalier et nous, on croit beaucoup à ça. Voilà, et on voulait en parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Dernier mot, c'était le local de l'étape. Il y a beaucoup de décideurs dans la salle. Je pense que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ce n'est pas un outil pour un outil, quoi. Il faut que ça soit orienté par rapport à des besoins en termes de politique publique, quoi. Donc là, on a fait des premiers essais, mais il faut s'accrocher à des politiques publiques que vous portez pour que ça vous soit vraiment utile. Sinon, on va observer pour observer. Honnêtement, ça ne sert à rien. Voilà, je pense qu'on peut remercier nos 3 panélistes. Merci à tous. Et maintenant, Sylvia, à toi la parole. Bonjour, uniquement quelques aspects techniques. Donc, on vous invite de laisser vos casques sur les chaises et je vous invite de suivre Ander pour faire une petite visite de ce magnifique bâtiment. Vous allez voir, c'est un petit aperçu au premier étage avant qu'on va rejoindre les bus. Donc, merci beaucoup à tous.